Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Grand Air. Respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, on va explorer en apnée les lacs de montagne des Alpes avec un spécialiste de cette discipline. On va également tester le Snook, un nouvel engin de glisse polyvalent, et découvrir l'envers du décor de ces web-séries de glisse qui cartonnent sur Internet. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Olivier Malamer, le directeur général de Snook. Bonjour. Bonsoir. Olivier qui est venu avec son engin de glisse un petit peu particulier. On découvrira ça dans la deuxième partie de l'émission. Mathias Lopez est également avec nous. Bonjour Mathias. Bonsoir. Réalisateur, spécialiste des tournages ski au pied, mais aussi sous l'eau, puisque vous suivez depuis quelques années l'un des meilleurs apnéistes du monde, qui est également sur ce plateau, Stéphane Toureau. Bonjour. Enchanté, bonjour. Vous avez été champion de France, deuxième des championnats du monde d'apnée en 2016. Alors, on ne parle pas beaucoup d'apnée dans cette émission, ça s'appelle Grand Air. Et l'apnée, c'est quand même une discipline un peu contre nature, hein, Stéphane, parce qu'il faut arrêter de respirer. Ben, c'est le principe. Le principe, c'est d'arrêter de respirer. Après, il y a tout type de disciplines différentes, mais en tout cas, moi, celle qui me concerne, c'est la verticalité, la profondeur. C'est plus qu'un sport, je crois, hein, pour ceux qui la pratiquent, notamment à haut niveau. C'est toute une façon de vivre, d'appréhender les choses. Bah après, l'apnée, elle se pratique à tout niveau, du débutant qui va explorer et encadrer à la pratique de haut niveau. Mais c'est vrai qu'en pratique de haut niveau, on va pousser le corps et le mental dans ses retranchements à travers une pratique méditative, introspective, et travail sur le développement personnel. Ouais. Ça fait une dizaine d'années que vous pratiquez ce sport à haut niveau. Est-ce qu'il faut des prédispositions particulières pour être performant dans cette discipline ? Particulière, non, parce que moi, il fallait que je travaille tout. J'ai été assez sportif à la base, donc je me suis orienté vers l'apnée parce que tout était réuni dans ce sport, autant la partie exploration, l'eau, et puis en même temps la partie physique aussi de l'activité. Mais je dirais que c'est quelque chose que l'on a tous en nous. Après, il faut le développer. Alors, c'est sûr que certains sont plus avantagés que d'autres, mais en tout cas, moi, je suis passé, je pense, par toutes les étapes. C'est beaucoup d'entraînement, je crois, par semaine quand on est comme ça dans le top niveau mondial. Oui, et puis de plus en plus. De plus en plus. Après, j'essaye aussi d'être dans le qualitatif, mais avec les années de pratique, maintenant, j'arrive à avoir une pratique autonome qui me permet d'avoir plus d'autonomie dans ma gestion de mon entraînement. Donc, mais ça reprend on est entre 10 et 20 heures d'entraînement, sans compter les parties assouplissement et travail spécifique. C'est 10 et 20 heures de plongée sous l'eau ou... Non, il y a de la préparation physique, il y a de la natation, il y a de l'apnée horizontale, où on va répéter les gammes en piscine, aussi de l'apnée statique, la profondeur, bien sûr, pour maintenir la souplesse aussi du corps. Donc c'est une pratique qui est très très large. Donc je fais autant aussi du ski de fond l'hiver et du cardio et du renforcement. Vous respirez pendant le ski de fond quand même? Des fois je fais en apnée pour travailler autre chose, mais non, généralement ouais, je respire quand même. Je respire. Après je me mets des contraintes. Bon, l'apnée statique, c'est ce qu'on peut faire, on va dire, nous dans la piscine, mettre la tête sous l'eau et regarder combien de temps on tient. Je crois que vous, c'est plus de 6 minutes sous l'eau. Ouais, je me suis pas retesté, mais je pense que j'ai progressé sur l'apnée. Donc après, je pense que peut-être plus proche des 7 minutes. Après, je me suis pas retesté. L'apnée statique, ça reste mon anticipé. Mais on va dire que j'y travaille d'une autre manière. Ouais. Alors, comme pour le ski, vous le disiez, il y a plusieurs disciplines dans l'apnée. La plus connue, on va dire, du grand public, c'est celle qui consiste à descendre le plus profond possible. C'est ce qu'on a pu voir pour les gens de ma génération dans le film Le Grand en bleu. J'ai quelques images d'une compétition importante qui se déroule chaque année aux Bahamas, sur un site assez exceptionnel, un trou de 200 mètres au bord du rivage. C'est un peu le Kitzbühel de la natation, hein, ce lieu. Oui, c'est un peu ça. C'est une compétition qui se réunit tous les ans. Moi, je vais pas la faire non plus tous les ans, mais beaucoup se réunissent sur cet événement. C'est un trou qui est unique au monde parce qu'il fait 200 mètres de profondeur. Il est protégé, il est proche du bord, sur la plage. Il y a une plateforme d'entraînement et de préparation à l'année. Et tous les ans, il y a cette compétition qui est sur 10 jours. Donc, on a 6 performances à réaliser en 10 jours.
c'est assez intense. Et ça permet de faire une vraie progression en compétition. Le principe de ces compétitions, je crois que vous définissez avant la plongée la profondeur à laquelle vous êtes susceptible de descendre. C'est ça, c'est la grosse particularité de ce sport, c'est qu'on annonce la performance à la veille et après la start list est annoncée le soir même pour le lendemain avec des départs précis à la minute. Ce qui permet surtout par sécurité aussi de ne pas descendre au-delà de ce que l'on a annoncé et puis aussi pour faire une progression et toujours prendre de la confiance. Donc on est longé, on est relié à cette ligne qui est reliée à la surface avec un système de sécurité. Ouais. Ça s'appelle le poids constant, monopalme, la discipline dans laquelle vous êtes. Alors vous descendez par vous-même. Là, on a vu sur ces images que vous frôlez les 100 mètres, mais je crois que votre record aujourd'hui va un peu plus profond puisque vous l'avez établi il y a quelques jours. Oui, j'ai eu une année difficile, une année particulière au niveau sportif, parce que y a eu beaucoup de choses. J'ai lancé ma société, j'ai géré plusieurs choses en parallèle qui me permettaient de pouvoir solidifier les années futures. Donc du coup, je ne pouvais pas être performant sur tous les plans. Mais en tout cas, j'ai pu vraiment... C'était une année d'apprentissage et elle s'est clôturée par une progression en Dominique, sur l'île de la Dominique, qui est un des meilleurs spots au monde également pour pratiquer, où j'ai atteint 113 mètres. Donc j'ai mis plus 6 mètres à mes performances et je crois qu'il me manquait quelques jours pour aller encore un peu plus loin. Mais en tout cas, ça annonce de belles choses pour 2019. On met combien de temps pour descendre à 113 mètres et remonter 3 minutes pour le coup, ouais. 3 minutes de nage. Où là, vous nagez, effectivement. On peut faire peut-être une similitude avec la haute altitude, ceux qui vont sur des sommets de 8000. Déjà, quand on arrive en haut, la moitié est faite, il faut surtout pouvoir redescendre. Vous, c'est l'inverse. Quand vous arrivez en bas, il faut être capable de remonter, j'imagine. Mais le parallèle, on le fait très souvent, d'ailleurs, parce que je vis dans un milieu de montagne, donc on se côtoie avec les gens de la montagne, forcément. Et ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. Déjà, il y a l'engagement pour atteindre le sommet, pour atteindre la profondeur. Puis après, il y a toute la partie redescente, parce que c'est pas terminé. Il faut après valider et clôturer la plongée ou la descente. Ouais. Et donc, c'est aussi sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect mental aussi, l'approche de la montagne est à peu près dans la même... on va dire carrément la même approche qu'en apnée. Ouais. Et puis, alors, en haute altitude, il y a le manque d'oxygène qui peut faire perdre des fois un peu la raison. Je crois que vous avez un peu le même genre de phénomène avec la narcose dans les profondeurs. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a l'oxygène qui, lui, va nous permettre de respirer en bas, parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est on respire. Oui, vous l'avez. Et la ventilation, c'est mécanique. La respiration, elle continue. Et donc, cet oxygène, il circule encore dans le corps pendant qu'on est en apnée. Donc, il faut arriver à le gérer. Et après, en grande profondeur, il y a la narcose. Donc, c'est l'azote en pression partielle qui va augmenter. Et donc, qui va avoir un effet narcotique pendant l'apnée, qui nous pousse encore plus à être concentrés dans ce que l'on fait en bas. Et avec, bien sûr, un TGV de pensée qui nous traverse à l'esprit. Donc, il faut arriver à canaliser tout ça et arriver à le recentrer. C'est vraiment, on fait vraiment un parallèle entre le travail de pleine conscience et de méditation et ce que l'on fait en apnée. Bon, c'est intéressant. C'est pas donné à tout le monde quand même d'aller dans des profondeurs comme celle-là. Step by step quand même. Je crois que sur ce plateau, je suis le seul à ne pas plonger. Hein. Olivier plonge aussi. Oui. Moi, je fais de l'apnée, en chasse sous-marine, surtout en Méditerranée, donc sur le massif de l'Estérel ou en Corse, donc régulièrement depuis des années. Donc, Vous tenez combien de temps en apnée En apnée, donc nous, on fait surtout de l'apnée dynamique. Donc avec une ceinture de plomb, donc on a 8 à 9 kilos de plomb quand même. Et on fait pas des apnées très profondes. Par contre, on fait des agachements, on va dire jusqu'à aller entre 12 et 15 mètres maximum. Bon, et puis Mathias Lopez, qui est connu dans le milieu de la montagne par ses vidéos de ski, de freestyle, plonge également depuis quelques années, Mathias. Oui, c'est une passion que je me suis découvert il y a quelques années et que j'ai pratiqué d'abord en amateur, c'est toujours en amateur, mais sans lien avec le métier. Et petit à petit, j'ai encore voulu associer la passion du sport avec la passion de l'image, et donc mixer les deux, et avec Stéphane faire des films d'apnée. C'était l'échange qu'on s'était donné au tout début, quoi. Vous vous êtes rencontrés. Ouais. Vous l'avez initié, et lui. C'était ça faisait pas longtemps que j'avais attaqué l'apnée. Ouais.
Bon, c'est un bon partenariat. On a d'ailleurs vu les premières images sont signées Mathias, puisque vous suivez aujourd'hui Stéphane dans tous les lieux de perdition où il va, les Bahamas, la Dominique dur, et tout ça. C'est pas facile comme métier. Pas tous encore, hein, mais, bientôt, quand on aura les nouveaux budgets, peut-être. J'arrive pas à le suivre partout, mais on a fait déjà 2-3 coins sympas. Ouais. Alors, vous le disiez, Stéphane, vous êtes originaire de nos montagnes. Je crois que vous êtes né au bord du lac Léman. Vous vivez aujourd'hui au bord du lac d'Annecy. Et même si vous passez une partie de votre vie sous l'eau, vous n'êtes pas insensible à notre environnement montagnard. Et vous avez décidé, il y a quelques mois, d'explorer les lacs de montagne de la région. C'est vrai qu'il y en a un certain nombre, hein, plusieurs centaines, je pense, dans nos massifs alpins. Et quand on randonne, on tombe régulièrement sur ces lacs et on se demande ce qu'il y a dessous. Très peu sont allés voir. Vous l'avez testé. Hein. Bah, c'était vraiment à explorer. Et puis, dans la famille, chez nous, c'est très fort. L'eau a un rapport très fort. En plus, voilà, mon frère et moi, on est nés dans la région entre lac et montagne. Et du coup, mon frère, lui, a pris l'orientation plongée et hydrobiologie, donc études de l'environnement. Et moi, l'aspect sportif et apnée. Donc, comme on est passionné par l'eau et puis par sa protection, du coup, on a créé cette possibilité de pouvoir travailler ensemble sur un projet en collaboration avec Mathias pour mettre en avant ce patrimoine qui est exceptionnel et puis aussi pour le protéger, pour le sensibiliser à l'importance de le protéger. Alors, vous avez créé tous les trois une série qui s'appelle Là-haut. Alors, il y a évidemment un petit jeu de mots, on va le voir avec le générique. Là-haut, voilà, là-haut sur la montagne et là-haut, il n'y a pas de faute d'orthographe. Hein. On rassure tout le monde. Votre frère est hydrobiologiste, c'est ça ? Il est plongeur hydrobiologiste. Donc en fait, il s'est spécialisé dans l'étude de l'eau et de l'environnement à travers les milieux lacustres, faune, flore, et en parallèle de toutes ces connaissances qu'il a dans le milieu de la plongée. Ouais. Alors chaque épisode fait 2 minutes. Ils sont calibrés pour tourner sur Internet, mais vous allez le voir, ça passe aussi très bien en télé. Avant même d'arriver sur ce lac, c'est vraiment le panorama qui est exceptionnel, puisque là on a le Mont Blanc juste derrière, des bouquetins sur le passage qui nous ont accueillis. La première chose qui tape à l'œil quand on arrive déjà, c'est la grandeur du lac et également les névés qui donnent à présager déjà la température de l'eau, un peu piquante. Ce qui nous a attiré sur le lac Cornu, c'est son histoire. On s'est aperçu que la composition des névés et la composition de la pluie était similaire à la composition du lac. Donc on est un petit peu sur l'eau originelle qui est pure. C'est le laboratoire idéal. Et du coup, c'est un lac qui est un petit peu sous surveillance. On va chercher à voir un peu sur ce milieu-là les impacts de la pollution atmosphérique, sachant qu'on n'a pas d'autres sources de perturbations en parallèle. On s'est aperçu sur d'autres lacs aussi qu'on avait des PCB ou des hydrocarbures qui pouvaient transiter par voie atmosphérique. Ces micropolluants, ils vont s'accumuler tout l'hiver dans les névés et à la fonte, ils vont être rendus disponibles dans le milieu et se retrouvent dans les sédiments du lac et dans la chaîne alimentaire. Quand on arrive en immersion dans ce lac, on peut voir déjà beaucoup de relief avec des tombants vraiment sympas sur les abords. Et le point fort, c'est le moment où on a cette rencontre entre l'eau et la glace qui, je trouve, donne la symbolique de ces lacs d'altitude. Voilà, ça se passe chez nous, il y a des belles images, en plus c'est pédagogique, il y a toute une série comme ça de lacs des Alpes qui sont passés au crible de vos plongées. On le comprend sur cette vidéo tournée dans le massif du Mont Blanc, la première étape avant même d'aller plonger, c'est d'accéder quand même à ces lacs avec le matériel pour tourner ce genre de pastilles. Ouais, là, ça a été un peu sport. Ouais. Il fallait monter le matériel de plongée, c'était une chose, la combinaison, les ceintures de plomb et un peu de nourriture parce qu'on y passait la journée. Et puis également le matériel vidéo, donc le caisson, les appareils et tout ça. Donc c'était, des fois, on a fait jusqu'à 2h30 de rando
vraiment lestés, quoi. On était bien chargés, on les a bien sentis passer. Ouais, et puis, Et du coup, le plaisir était décuplé après de plonger, quoi. On l'avait mérité, notre plongée, quoi. On l'a bien mérité, on a bien souvenir. Ouais, et puis mon frère, en plus, ça fait déjà plusieurs années qu'il va dans les lacs d'altitude pour étudier ce milieu-là. Et généralement, bon, il y avait, sur des grosses études, il y avait énormément de matériel scientifique, donc du coup, il y avait un héliportage. Donc là, pour le coup, on était vraiment dans ce qu'il y a de plus pur. Et mon frère remontait le recycleur ouais, et puis là, c'est 35 kilos d'équipement. Et encore, c'était que la petite partie, parce qu'après, il y avait les autres bouteilles. Donc, des fois, il fallait faire des allers-retours. Non, c'était... Au moins, ça faisait à la fois, il y a l'aspect sportif, engagement, et puis en même temps, l'entraînement. Enfin, ça apporte de l'entraînement, tout en même temps en ayant la beauté de la découverte. Avec une dimension environnementale comme ça, c'était compliqué quand même de faire intervenir l'hélicoptère. Non, c'est sûr. Puis justement, notre approche, elle était vraiment d'être dans le plus. C'était pas l'idée, ouais. Ouais. Et là, on n'était pas sur une étude axée scientifique pour avoir des données. On l'a fait. Il y a eu des relevés qui ont été faits sur tous les lacs. C'est aussi pour appeler à faire d'autres choses par la suite et à faire évoluer le projet. Alors, tourner des images dans les lacs de montagne, Mathias, c'est des conditions particulières de tournage. On vous voit là à l'œuvre. Et moi, ce qui m'a fait tilter sur ces images, c'est que vous n'avez pas de bouteille. Vous êtes vous aussi en apnée. Bah ouais, quand on filme de l'apnée, c'est quand même assez... C'est plus pratique, je pense, de filmer en apnée un apnéiste parce qu'on peut remonter à chaque fois avec lui, rééchanger, se déplacer. On peut communiquer du coup et dire on va aller faire une image là ou on se déplace pour dire là-bas c'était mieux. Et au final, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Et puis quoi qu'il arrive, j'aurais pas pu monter les bouteilles en plus, quoi. Donc je fais aussi de l'image en bouteille, mais là, c'était pas une option, quoi. C'était beaucoup plus pratique. On peut faire autant de plongées qu'on veut en apnée, Stéphane, ou au bout d'un moment, le corps nous limite? Comment ça se passe? Il y a une fatigue, ouais. Déjà, il y a un premier aspect qui est la fatigue. Après, il y a la profondeur, mais là, ça va parce que c'est des lacs qui sont pas trop profonds, donc on n'est pas trop sujet au risque d'accident de décompression ou quoi que ce soit. Puis généralement, en apnée, faut vraiment aller profond, sauf sur certaines exceptions, en lac d'altitude profond. Et il y a un lac qui était le lac Blanc, qui est très particulier, qui fait 40 mètres de profondeur et qui est à 2800 mètres d'altitude. Donc bon, on n'a pas fait de profondeur sur ce lac parce que le plus beau était sur les abords, plus intéressant était sur les abords. Mais sur ce type de lac, si je devais faire des répétitions, je ferais vraiment attention. Parce que là, du coup, on va dire que la dilatation du gaz est beaucoup plus rapide qu'en mer. Vous les avez choisis comment, justement, les lacs de montagne? Là, on voit les lacs Jauvet, je crois que c'est en Savoie, pas très loin de la Plagne. Le profil type des lacs, c'était déjà qu'il y ait de la visibilité pour qu'on puisse faire de l'image, pour qu'on puisse un petit peu montrer à quoi ça ressemble, avec une histoire qui soit pure. Aussi, il ne faut pas que ce soit des lacs de barrage, forcément. Il faut aussi d'avoir des lacs naturels pour montrer l'impact qu'ils ont et puis leur sensibilité. Parce que du coup, l'hydrobiologiste, comme mon frère, lui, il va être intéressé pour voir quels sont les impacts. Et sur ces milieux-là, c'est tellement des milieux sensibles que le moindre degré, le moindre petit changement a tout de suite des répercussions. Et donc, il fallait des lacs qui soient à la fois purs, à la fois avec un environnement aussi qui était sympa. Et puis, comme les mélèzes au lac du Loup, ce sont des arbres millénaires qui sont encore au fond du lac. Ouais, c'est le lac qu'on est en train de voir, le lac du Loup. Pour ceux qui pratiquent le domaine des trois vallées entre Val Thorens et les Ménuires, l'hiver, on passe en ski hors piste sur ce lac. Mais en y plongeant, vous avez découvert une forêt pratiquement préservée. Hein. Forêt, peut-être pas, mais... des arbres, en tout cas. Des arbres. Après, on a eu d'autres informations. Je les ai eues tout à l'heure par mon frère, qu'apparemment, il voudrait redater les arbres, parce qu'on y a dit à peu près 800 000 ans, mais en fait, apparemment, ce serait plutôt 3000. Donc, ça remonte encore à plus loin. Donc, quand on voit la conservation qu'ils ont avec toute cette époque, avec la température de l'eau, c'est assez exceptionnel. Ouais. Ils sont restés... Parce qu'en plus, aujourd'hui, à ces altitudes-là, il n'y a plus un arbre. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, voilà, il y avait un climat beaucoup plus propice pour qu'ils soient là. Ouais. Quelle température de l'eau, Mathias, quand on plonge comme ça dans les lacs à plus de 2000 mètres d'altitude? Là, on a eu un peu des températures différentes en fonction des lacs, mais le plus froid qu'on a eu, donc c'était le lac Blanc à 2800 mètres d'altitude, où il était à 5 degrés, il me semble.
Donc ça piquait un peu. C'est vrai que on avait rapidement froid. Le tournage était un peu abrégé, du coup. On a dû être efficace. Les idées, elles poussent pendant le truc. On dit, attends, on fasse une prise. Puis on explorait, on découvrait le site. Ouais. Donc à chaque fois qu'on avançait un peu plus, on trouvait un endroit encore plus beau et qui nous plaisait ou qui nous inspirait. Et on avait envie de refaire une scène, de refaire un plan. Et on y retournait, et puis des fois, il faut s'y prendre à 2 fois. Donc, on a fini par être bien frigorifié. Et puis, en plus, en sortant de l'eau, il y avait un vent glacial, alors qu'on était au mois d'août. Mais bon, à 2800 mètres, en fonction du moment, dès qu'il y a un petit nuage qui se met devant le soleil, on n'arrivait pas à se réchauffer. C'était particulier, ouais. C'était pas les Bahamas. Ouais. Alors, 5 degrés, c'est la température l'été. L'hiver, la plupart de ces lacs de montagne sont recouverts de glace. On plonge aussi sous la glace. Je crois que d'ailleurs, le lac du Loup, vous avez envie d'aller l'explorer en hiver. C'est une technique un peu particulière d'aller plonger sous la glace, Stéphane? Oui, après, moi, c'est vrai qu'en plus, je connais la plongée sous glace en tant que moniteur, parce que je donnais on faisait du baptême de plongée sous glace du côté de Châtel et Montrion, sur Morzine. Et c'est vrai que du coup, même sous l'environnement, il est statique. Ouais, c'est vraiment ça. Tout est gelé. Ça laisse. Le seul truc qui bouge, on va dire que c'est les bulles qui sont sous la glace et nous. Mais ça donne un environnement assez particulier, ouais, qui change. Alors on voit justement des images de plongée sous glace. Alors c'est pas vous sur ces images, c'est un autre plongeur. C'est des images de Jérôme Esplat qui avait tourné à Champs-Rousse il y a 2 ans un documentaire Génération Grand Bleu avec, on va le reconnaître, Jean-Marc Barr qui était là en tant que témoin, de ce film, hein, puisqu'il incarnait dans le Grand Bleu la vedette, le plongeur de l'époque. La plongée sous glace, on va dire que c'est quand même un exercice un petit peu particulier. Vous êtes plutôt friand des mers un peu plus chaudes, si j'ai bien compris, tous les deux? Je pense que c'est complet. Ah ouais, moi j'aime bien les deux. C'est des ambiances différentes, c'est des atmosphères différentes. C'est vrai qu'en mer, on va rencontrer, il y a toute la faune qui est hyper intéressante et qui est assez magique à découvrir et qui procure beaucoup d'émotions. Mais moi, j'ai pris énormément de plaisir à plonger dans ces lacs de montagne et avec même si c'était aussi très statique, parce que c'est de la roche et il n'y a pas grand-chose à voir au final, mais c'est des ambiances, quoi. C'est des atmosphères qui sont assez prenantes et c'était un vrai plaisir à découvrir malgré le froid, malgré tous les petits désavantages. Mais moi, je pense que ça en vaut la peine, quoi. Alors, vous parlez de la faune. C'est ultra complémentaire aussi. Donc, le froid et le chaud. Oui. Le froid et le chaud, et je pense que c'est aussi ça, c'est de temps en temps de sortir de sa zone de confort. Et je pense qu'on l'a bien fait sur le projet Lac. Ouais. Parce que du coup, après, on savoure différemment. Et je pense que quand on est dans une situation de confort constante, toujours aux mêmes endroits, on ne peut pas se permettre d'apprécier les mêmes choses. Et pour vraiment qu'elles s'imprègnent, je pense que c'est bien d'aller justement dans différents milieux et fait d'être à la fois dans les lacs et à la fois dans les mers. Il y avait l'excitation de la découverte, c'était des milieux qui sont très peu explorés. Il y a même un lac, a priori, il n'avait jamais été plongé. Donc on était un peu en mode aventurier, entre guillemets, mais voilà, il y avait l'excitation de la découverte. On était premiers à mettre le masque sous l'eau et voir ce paysage sous l'eau, quoi, et faire des images dedans, c'était vraiment magique. Ouais. Alors la série complète est à découvrir dans les semaines qui viennent sur Internet, notamment sur la chaîne YouTube de Stéphane Toureau. Je parlais des mers chaudes où effectivement la faune est quand même plus importante que dans les lacs de montagne. Et vous avez eu la chance, Stéphane, de nager, de plonger avec des dauphins. Ce sont des images d'ailleurs de Mathias. À un moment, j'imagine, assez exceptionnel dans une vie de plongeur. Ouais, surtout qu'en plus, j'étais très orienté sur l'entraînement, ma préparation depuis des années. Et puis, je rêvais de ça depuis que j'étais enfant. C'était un rêve de gosse. Et au final, c'est arrivé assez tard, mais d'autant plus puissant. Parce que vivre un événement comme ça, cette rencontre-là, autant, en plus, on était en projet vidéo, il y avait tout en parallèle, c'était un moment très court, donc on l'a savouré de manière intense, quoi. Ils sont pas apprivoisés, on n'est pas dans un... Ah ouais, non, là on est vraiment, en plus, avec une approche vraiment propre, écolo, enfin, on les a cherchés un moment. On les a cherchés un moment, on a vraiment pris le temps. Ils sont pas appâtés ni rien. Et puis c'est des dauphins qui, normalement, ceux-là, sont pas aussi sociaux que certains. Donc du coup, ils ont quand même joué, ils sont restés avec nous et c'était assez exceptionnel. Donc
les dauphins qui se sont mis carrément en face de nous, à échanger des sons, comme ils essaient de communiquer avec nous. Après, il y a tout un aspect philosophique, il y a une approche avec les dauphins parce qu'ils ont une capacité de perception et de ressenti qui est différent. Et ils sont capables de percevoir les émotions. Donc il y a aussi tout un ressenti qui est très particulier. C'est vrai que ce sont des images qui font rêver. Il y a d'autres rencontres sous l'eau qui font parfois un peu moins rêver, notamment celle-là. Si. Si le requin, ça vous fait rêver. Bon, maintenant, depuis quelques années, on a quand même cassé le mythe du requin tueur. Faut arrêter avec ça. Après, forcément qu'il y a des accidents. Il y en a de plus en plus de personnes dans l'eau. Il y a de plus en plus aussi des gens qui cherchent un peu. Et puis également la surpêche qui forcément rapproche les requins de nos côtes. Donc la responsabilité, c'est entièrement nous qui devons l'avoir. Là, c'est des requins gris, donc encore moins de risques. Et c'est une espèce qui est très... comment dire, qui est à la fois qui est en présence et qui est sensible, mais et je pense qu'il a malheureusement le délit de sale gueule. Et au contraire, je trouve que c'est un animal qui est magnifique, puis en plus c'est un des plus anciens au niveau de la faune. Donc, Mathias n'a pas tremblé, donc il n'avait pas peur non plus. L'image est bien stable. Non, c'était un rêve aussi, ouais. J'ai beaucoup de plaisir à plonger avec les requins. Ouais. comment tu l'as ressenti? Pas de stress en tout cas. Bon, pour autant, même si c'est très excitant de plonger comme ça avec la faune, vous n'avez pas délaissé, Mathias, l'eau sous forme solide, la neige notamment. Vous avez produit des films de glisse depuis, on va dire, une dizaine d'années. Vous avez d'ailleurs souvent marié la montagne et la mer dans certains films. J'ai retrouvé un petit extrait d'une série qui va évidemment vous parler, avec deux champions, Kevin Rolland et Xavier Bertoni, qui ne sont pas des champions aquatiques, ils étaient des champions de ski freestyle, mais qui étaient capables, dans des moments un peu de détente, de tester aussi les sports aquatiques. C'était quoi, Kevin et Xavier à Miami? On rigolait bien à cette époque. On se mettait jamais de limite sur les scénarios de nos génériques et on en a fait des rigolos. Ouais. Voilà, cette série s'appelait Follow Us. Donc Kevin Rolland et Xavier Bertoni faisaient partie des meilleurs freestylers mondiaux de ces 10 dernières années. Kevin Rolland est toujours d'ailleurs en activité. Il était aux Jeux Olympiques. Encore la saison dernière, je crois qu'il va avoir 30 ans. Ça commence à être un âge canonique dans le milieu du freestyle. C'est un papy dans le halfpipe. C'est un peu le plus vieux, mais il est toujours présent et il est toujours dans les meilleurs. Donc il aime toujours autant, donc il s'éclate, il continue, quoi. Oh papy, tu gères. Et il est toujours aussi à la une des vidéos. La dernière que vous avez réalisée ensemble est sortie il y a quelques jours. Elle s'appelle Oh My Ghost et je vous propose d'en découvrir un extrait. Kevin Rolland en fantôme des pistes, un jeu de cache-cache avec le relief. Ouais, c'est ça. C'était un petit scénario qu'on avait en tête depuis pas mal d'années. Et là, il fallait masquer tous les sauts. Donc, on avait besoin de beaucoup de neige. Et vu les chutes de neige, c'était très propice l'hiver dernier pour pouvoir le réaliser enfin, quoi. Le clip dure 3 minutes. Effectivement, on a l'impression que le terrain est naturel, mais on le voit sur ces images, il y a beaucoup de préparation en amont.
Ouais, on se rend jamais trop compte quand on n'évolue pas dans ce milieu. Et sur un film comme ça, par exemple, il y a 16 journées de tournage, beaucoup de moyens mis en œuvre. Comme vous pouvez le voir sur ces images, on a des dameuses qui ont travaillé, qui ont préparé les modules. Aussi, on a une équipe de shapers qui fignole les sauts. Et voilà, après, on a filmé en station fermée après la fermeture, donc c'est début mai, donc dans des conditions des fois un peu compliquées, avec de la neige qui commençait à fondre sérieusement. Et donc c'est plein de choses qu'on ne s'imagine pas. Il faut trouver le moyen d'accéder au site au mois de mai. Donc c'est un boulot assez conséquent. Et derrière, il y a largement un mois de montage, de travail sur le film, la musique, sur tout, quoi. Là, on voit l'équipe au travail pour préparer le terrain. Vous avez tout le scénario en tête, vous prévoyez toutes les scènes à l'avance. Comment ça se passe? C'est un mix des deux. Il y a beaucoup de scènes. On a fait pas mal de repérage avec Kevin avant la fin de la saison. On allait sur le terrain, on a repéré les sauts, on a imaginé un peu l'ordre des scènes. Mais après, sur le terrain, il y a des choses qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Et du coup, on change les plans. Des fois, on retrouve un nouveau saut un peu au dernier moment ou une nouvelle scène pendant le tournage, quoi. Donc, il y a certaines choses, on n'y avait pas du tout prévu et on les a fait et ça fonctionnait très bien, quoi. Il y a de l'impro aussi, quoi. Le plus compliqué à réaliser sur ce clip de 3 minutes? Il y a eu beaucoup de paramètres compliqués, mais il y a une scène qui a été particulièrement complexe et c'est d'ailleurs la dernière qu'on a filmée, alors que c'est la première scène du film où on fait sortir Kevin. On le voit sortir de la neige, là. Voilà, on le voit sortir de la neige et trouver un moyen de le faire sortir de la neige comme ça, c'était pas évident. Donc on a fait quelques essais et les premiers n'ont pas forcément fonctionné comme on voulait. Ouais. Ouais, j'ai quelques images justement de cet essai. Ça c'est une sortie... sortie ratée, là. Avortée, on va dire. Mais il n'y a pas de trucage, hein. Vous l'avez vraiment réalisé. Voilà, Kevin qui se prend le mur. Malheureusement pour lui, il n'y a pas de trucage, surtout que c'était juste après les Jeux Olympiques où il a fait des très grosses chutes sérieuses et il avait ramassé physiquement. Et là, c'était pas longtemps après, il se remettait doucement et ce choc, il était pas le bienvenu, quoi. Mais ouais, ça fait partie des risques. On se rend pas compte quand on voit les films que tous les sauts sont réussis, tout ça, qu'il y a aussi quelques ratés et les athlètes prennent quand même des risques, même dans les vidéos, quoi. C'est pas que en compétition qu'ils vont prendre des risques. Il l'a pris combien de fois le mur avant d'arriver à sortir? Qu'une fois, ça va. On a réussi le coup suivant. De toute façon, il aurait pas réessayé si on n'était pas sûr du deuxième. Hein. Stéphane, fait de la montagne aussi? Ouais. J'ai skié avec Kevin. Bon, je fais pas ce qu'il fait, hein. Je préviens. Ouais, de temps en temps l'hiver, de pouvoir skier. Ouais, je vais le faire un peu plus cette année, en profiter un peu plus. Après, il faut que je fasse attention aussi, mais bon, on est assez loin des échéances, donc ça me permet d'en profiter un peu. Ouais. Bon, puis Stéphane, il a une particularité quand il fait de la montagne, c'est qu'il ne quitte pas sa tenue de plongeur. Regardez, quand il part en randonnée hivernale, parce que c'est pas non plus hyper adapté. Ah ouais, non, c'était pas vraiment adapté, mais là, l'histoire de cette vidéo, c'était de remonter le cycle de l'eau. Donc je pars du lac, je remonte les rivières et jusqu'à arriver en montagne. Donc il y a différents athlètes qui viennent dans ma quête. Tony Estanguet, Kylian. Jornet. Ouais. Avec Géraldine également en wingsuit. Maintenant, c'était une très très belle expérience avec la fondation Neige Glace, qui est une fondation environnementale avec laquelle je suis rattaché. Ouais. Voilà, pour ce petit clin d'œil, il n'y a pas beaucoup de montagnards quand même qui se baladent sur les cimes enneigées en tenue de plongeur. Ouais, c'est vrai que quand je suis redescendu, d'ailleurs, anecdote, ouais, quand je redescendais à Chamonix, là, en plein hiver, les gens regardaient bizarre hein, quand même. Ouais. Bon. Je sais pas pourquoi, mais... Bizarre, je sais pas. Alors vous n'êtes pas le seul à avoir une tenue, on va dire, un petit peu incongrue, puisque Kevin Rolland s'est testé également à la plongée, mais sans quitter sa tenue de prédilection. Là, il est avec son casque, son masque, mais il part sous l'eau, Mathias. Hein. Ouais, l'histoire, c'est que c'est avec Kevin, moi, que j'ai découvert l'apnée. Lui, il en a toujours fait et on a rencontré Stéphane ensemble, on était ensemble. C'est le sport qu'on pratique en loisir ensemble depuis longtemps et quand on a réussi à créer un projet, là c'était pour une pub pour une marque de cosmétiques, on a réussi à leur vendre le scénario dont on rêvait, qui mixait le ski et notre deuxième passion, l'apnée, quoi. Et ça s'y prêtait bien parce que c'était une marque, c'était un produit de crème hydratante, donc on avait l'aspect eau
Donc on s'est bien éclaté sur ce projet et c'était très physique. Il y a un certain degré de performance pour Kevin en apnée, mine de rien. Là, on ne se rend pas compte. Il a fait il y a 2 heures de plongée dans la fosse. Stéphane était là, il faisait la sécurité et puis il assurait, il nous aidait à faire de la lumière par-dessous parce qu'on avait plein de points de lumière. Donc c'était un bon travail d'équipe, on s'était bien éclaté sur ce projet. Moi en combi dans la neige, Kevin dans l'eau. Va comprendre. Projet. Il y a peut-être un problème avec votre accessoiriste. Il faut revoir le rôle de l'accessoiriste. Bon, pour votre prochaine vidéo, Mathias, je vous propose de tester le snook. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le tester ou de le filmer. C'est un nouvel engin de glisse qui a été inventé il y a quelques années, mais qui est aujourd'hui, Olivier, dans sa phase de commercialisation. Oui, donc il est commercialisé maintenant donc, depuis 3 ans, donc on est sur la 4e année. Donc c'est un nouvel engin de glisse hybride. Ce sont des skis de randonnée qui se transforment en luge monopatin, en paré, et qu'on commercialise aujourd'hui donc sur la France, bien évidemment, et sur la Suisse, sur l'Autriche, la Turquie, l'Italie, la Norvège. On est en pourparlers bien avancé aussi avec les États-Unis pour lutter à le Colorado, et puis surtout aujourd'hui, notre développement s'oriente au niveau de l'international, surtout sur la Chine, où on a déjà développé des stations comme Galaxy, qui va accueillir les prochains JO de Pékin en 2022. Mais aussi Taïwu, on est sur des pourparlers aussi de collaboration, et surtout dernièrement donc avec la station de ski de Wanlong, parce qu'on nous a accueilli à Chambéry le président du comité olympique de Pékin 2022. Alors, c'est pas encore une discipline olympique, hein, le snook, ça le deviendra peut-être un jour. Ça surfe, on va dire, sur la mode aussi, et le développement du ski de randonnée, puisque le principe, en tout cas, à la montée, est assez similaire. On le voit sur ces images. Vous avez 2 skis qui ressemblent à des skis de randonnée. Alors, on surfe sur la tendance, en fait, sur la tendance du ski de randonnée, du retour à la nature, de la pratique, je dirais, écologique des sports d'hiver. Donc on peut le pratiquer bien sûr dans le cadre d'une randonnée, donc sur des itinéraires raquettes ou randonnées, ou donc un petit peu en hors-piste. Mais aussi on peut l'utiliser de manière, je dirais, tout à fait ludique et conviviale aussi dans les stations de ski, donc en France. Voilà. Alors là, vous avez sur ce plateau les 2 versions. La version montée. Voilà, donc j'ai sorti donc la version montée, donc avec des pots de phoque. Ce sont des skis qui mesurent 1,40 m. Ils sont sans patins, donc vous avez des pots donc, qui sont vraiment adaptés donc, pour une accessibilité à la montagne sur 200, 400 mètres, 600 mètres de dénivelé. On monte avec des chaussures souples, des après-ski. D'accord, on n'a pas besoin de chaussures spécifiques. Non, pas du tout. Donc après, on a un système de sangle qui nous permet de serrage, donc d'avoir, je dirais, des pieds libres. On n'est pas comme sur du ski ou des skis de randonnée avec des chaussures un peu plus lourdes. Donc là, on est vraiment avec des chaussures souples. Classique. Voilà, classiques, plutôt hermétiques. Et puis, donc c'est vraiment une activité aujourd'hui qui est à la portée de tout le monde. Et nous, c'est surtout on va surtout vers les non-skieurs. Les gens qui ne savent pas bien skier ou pas bien snowboarder, des gens qui ont des problèmes de motricité au genou notamment, et des gens qui sont amateurs de nouvelles glisses, voilà, qui veulent avoir de nouvelles sensations. Oui, parce que l'originalité, c'est pas vraiment à la montée qu'on la constate, c'est plutôt à la descente, puisque ces 2 planches, on le voit sur ces images, vont se transformer en quelques minutes en une luge. C'est ça, une luge monopatin. On a un paré, donc... Le paré est né dans les années 20, dans les Aravis, donc la région de Manigot, Grand Bornand et la Clusaz. Donc les enfants allaient à l'école avec des parés en bois, donc pour se déplacer. Et puis aujourd'hui, donc on a fait muter aussi technologiquement cet engin, donc pour le rendre beaucoup plus précis dans la courbe, dans la glisse. Et surtout, l'avantage du snook, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire qu'en 3 pistes, vous êtes opérationnel, vous savez piloter un snook. Oui, on peut aller faire de la rando à ski sans avoir de niveau de ski, puisque la descente, on le voit, reste assez accessible. Ça se pilote comme ça avec le manche Non, en fait, donc là, c'est sur l'image, donc il y a un moment, il tient le manche, mais c'est surtout, c'est ce qu'on appelle le système de balancier. Donc avec votre regard, vous allez chercher votre main qui est derrière, et donc vous allez faire pivoter à la fois votre bassin et les épaules. Et donc le système de balancier, qu'on appelle souvent le backside frontside,
Donc ça nous permet d'utiliser tous les engins de glisse, donc que vous fassiez du snowboard, que vous fassiez du snook, demain du bodyboard ou du surf. C'est toujours le même geste. Donc c'est votre regard qui va dicter en fait la conduite et le pilotage de votre snook. Ça s'adapte à tous les types de terrain, de la poudreuse, de la neige un peu profonde. Alors on peut aller sur de la neige dure parce que ce sont de vrais skis, hein, donc avec de vrais cars. Hein, donc là vous avez des modèles un petit peu, je dirais, qui nous permettent un accès aux débutants, mais sinon après vous avez des modèles qui sont beaucoup plus perfectionnés en structure noyau bois. Donc, là vous avez un ski qui fait 1m40 avec 100 patins, de vrais cars, donc vous pouvez aller carver et en même temps vous pouvez aller prendre, je dirais, des courbes qui nous permettent de prendre du plaisir en toute sécurité parce que vous avez un centre de gravité qui est très bas, qui est à 20 cm du sol et donc c'est comme si vous faites du karting, en fait c'est du karting sur la neige. Ouais, ça doit accentuer les sensations, j'imagine, d'être aussi près. Sans aller vite, vous avez une sensation de vitesse et voilà, donc c'est vraiment très très agréable, quoi. On voit que ça passe bien aussi dans la neige un peu plus poudreuse. Alors ils vont pas vite, mais c'est au ralenti, hein, les images. Voilà, après. donc voilà. Mais après, donc on a fait des images aussi. Bon, là, nous, ce qu'on veut, c'est développer la pratica au plus grand nombre. Mais on peut aller aussi dans davantage de dévers. L'année dernière, on a fait le derby de la Meige, donc sur la Grave. Et voilà, donc on peut prendre davantage de pentes. Hein. C'est accepté en station aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on a l'autorisation. La cohabitation sur les pistes. Alors la cohabitation se passe très très bien. Aujourd'hui, rien qu'en France, on a plus de 80 autorisations aujourd'hui. Donc toutes les semaines, on a des autorisations nouvelles donc, pour les stations, et notamment sur les stations de ski de l'Isère qui vont être équipées, notamment à Villard-de-Lans, qui vont avoir 37 snooks cette année. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra louer son snook ouais, à Villard-de-Lans. Ouais. Villard-de-Lans, et puis après on est en contact bien avancé avec Champs-Rousse. On est sur les Deux Alpes. Sur les Deux Alpes, on a fait cette année donc l'Outdoor Festival au mois de juin. Donc on a fait une vraie démonstration du snook sur le glacier. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment à l'écoute, je dirais, des socioprofessionnels pour pouvoir développer le snook dans le cadre de la multi-activité, d'apporter, je dirais, cette valeur ajoutée dans le catalogue d'activités des offices du tourisme. Alors, c'est pas encore une discipline olympique, mais vous parliez de compétition, notamment du derby de la Meige. On vous voit là. Alors, vous ou vos sosies, c'était la thématique Mario Kart C'était la thématique Mario Kart. Ouais. Donc voilà, sur le derby de la Meige. Donc ça, on a fait sensation et donc cette vidéo va passer aussi à l'Adrénaline Festival, donc à Oron, donc prochainement. Et voilà, c'est vraiment pour montrer qu'on peut utiliser le snook, pratiquer le snook dans un environnement qui est vraiment un petit peu plus extrême, voilà, très haute montagne. Derby de la Meige, on rappelle, c'est une course, il y a un point de départ, un point d'arrivée de 1000 mètres plus bas. Et puis, c'est peut-être la plus belle course de ski freeride au monde. Hein, donc, Et puis vaille que vaille, et il y a effectivement une catégorie pour les engins de glisse non identifiés. J'imagine que c'est dans cette catégorie que vous étiez. Donc voilà, et puis donc nous on a mis en plus, je dirais, cet aspect ludique hein, de la glisse, et voilà, donc tout le monde peut pratiquer le snook. Peut-être pas sur le derby de la Meige dans un premier temps, mais je vous incite et je vous invite à venir nous rejoindre déjà pour venir tester. Donc à Voria, là on va faire le Rock on Snow donc le week-end prochain, le 14, 15 et 16 décembre à Voria. Donc si vous souhaitez venir tester le snook, toute la team snook vous accueillera pour vous faire tester. Les familles, c'est un engin qui se prête aussi aux enfants Alors nous, on va surtout vers les familles hein, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans les familles, il y a souvent des non-skieurs et c'est bien de rassembler les parents et les enfants. Donc c'est vraiment adapté. Et puis nous, on va aussi vers le sport adapté. Hein, les personnes qui, avec le Snook Access, hein, les gens qui ont des problèmes de motricité et de mobilité, donc qui sont dans le cadre d'une mobilité réduite. Et on aura aussi un Snook enfant prochainement, donc qui sera disponible aussi pour les plus jeunes, pour les moins de 8 ans. Mathias, convaincu comme un outil de glisse qui peut être spectaculaire. Je ne sais pas si c'est freestyle, mais c'est assez insolite pour l'instant comme... Ah, ça donne vraiment envie d'essayer. Hein. Personnellement, je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser, quoi. Clairement. On aurait eu de la neige, on aurait essayé là, mais bon. Voilà. Ouais. Venez le week-end prochain. Un petit bac avec. Voilà. On peut faire des backflips. Hein. Piste rouge, piste noire aussi. Ah oui, là, on peut aller sur toutes les pistes. Il vaut mieux commencer par des bleus et des vertes, mais en 3 pistes après l'après-midi. Si vous commencez le matin sur les bleus et les vertes, l'après-midi, vous pouvez commencer les rouges et tout, donc aucun souci. Bon, puis on peut retrouver toutes les infos sur le site de Snook, S-N-O-O-C, ça veut dire quoi Snook d'ailleurs? Alors en fait c'est la contraction de 2 mots qui est snow en anglais qui veut dire la neige et a bock qui veut dire une luge monopatin, et donc la contraction ça fait Snook.
Allez, on va terminer cette émission avec la présentation de 2 livres qui viennent de sortir. Vous croyez peut-être connaître les Alpes. Eh bien, Paolo Grobel et Gérard Guerrier vont vous surprendre avec ce livre, Les Alpes secrètes, 22 randonnées itinérantes entre trek et alpinisme qui nous font sortir des sentiers classiques pour accéder à des coins secrets de la Méditerranée à la Slovénie. C'est aux éditions Glénat. Paolo Grobel, il est guide de haute montagne et Gérard Guerrier a été pendant 10 ans le dirigeant de la société Alibert Trekking qui s'est connaît en randonnée itinérante. Et puis toujours dans le domaine de la randonnée face aux géants des Alpes. Voilà, c'est également aux éditions Glénat avec ces itinéraires proposés par Pierre Millon pour aller contempler les géants des Alpes. Ces sommets de plus de 4000 accessibles en alpinisme, mais qui s'offrent aussi au regard des randonneurs. L'auteur nous balade à proximité du Cervin, de l'Eiger, des Dolomites ou plus près de chez nous, dans le massif du Mont-Blanc, des Écrins ou de la Vanoise. Voilà, merci à tous les 3 d'être venus. Bonne continuation dans vos projets. Je crois que votre collaboration ne fait que commencer à tous les 2. Et puis, pour se quitter, je vais rappeler le fantôme. Qu'est-ce que vous en pensez notre ami Kevin Roland, insaisissable skieur, qui a quand même réussi à saisir Mathias Lopez. On se quitte avec la suite de ce clip que vous pouvez découvrir en intégralité sur les réseaux sociaux et Internet. À très vite pour de prochaines aventures. Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles, vous a présenté Grand Air.